Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine Le Point. Il y a cela exactement 19 ans, le 30 septembre 1998, que naquit à Kisangani, chef-lieu de la province de Chopo, à l'époque chef-lieu de l'ancienne province orientale, un parti politique dénommé Mouvement de libération du Congo. Ce parti était une mutation de l'Alliance pour la libération du Congo, un groupe rebelle. Quelques Congolais avaient pris les armes pour se battre contre le régime de Mzee Laurent Désiré Kabila. 19 ans après, quel bilan pour le mouvement de libération du Congo? Et pour en parler, je reçois pour vous, mesdames, messieurs, monsieur Yves Kitumba. Il est cadre du MLC. Bienvenue, monsieur Yves Kitumba. Merci pour la vous allez bien? confiance renouvelée, monsieur Mboma. Voilà. Comment va le MLC 19 ans après? 19 ans de lutte politique, 19 ans de combat politique, 19 ans de lutte pour la liberté, la démocratie et un État équilibré et équitable dans l'objectif d'atteindre le développement. 19 ans de constance politique, malgré multiples secousses, notamment l'arrestation illégale, politisée de notre cher président national, mais nous continuons avec cette constance politique. Arrestation, privation de liberté illégale et politisée de la Cour pénale internationale, parce que, justement, le président national est une personne libre d'esprit. Une personne désaliénée de la mentalité ou la pensée supérieure entretenue par certains individus dans le souci de maintenir le Congo et les Congolais dans sa phase d'exploitation. Nous allons continuer à accompagner le président national dans cette constance politique parce que nous, de la nouvelle génération dont je porte la charge du leadership, nous devons faire la politique pour le développement de notre pays. Et ce combat politique, nous allons le continuer jusqu'à ce que nous atteignions l'objectif. L'objectif, c'est le développement de notre pays. L'objectif, c'est d'encadrer le peuple, de se prendre en charge pour développer ces pays. Désaliéner notre mentalité politique au regard de paramètres que vous connaissez d'influence et d'ingérence, du capitalisme. Nous allons continuer cette constance d'idées parce que nous sommes la seconde vague de jeunes politiques arrivés en République démocratique du Congo après Lumumba, qui a déclaré l'indépendance de notre pays et l'a obtenu en partie. Nous allons achever l'œuvre de grand. Là, on vous sent lumumbiste, hein? Non, pourtant, nationaliste, patriote et républicain. Et pourtant, le MLC, on le classe du côté libéral. Le bonheur de notre peuple, le bonheur de notre République doit être porté par les républicains que nous sommes. Patrice Lumumba, au-delà de tout traitement qu'il a eu, c'est un républicain. C'est grâce à cet homme et ses compagnons de jeunes de cette époque que le pays a accédé à l'indépendance. Aujourd'hui, nous sommes la deuxième vague pour achever l'œuvre de grand. C'est-à-dire notre pays doit arracher la deuxième indépendance pour enfin décrocher les développements. Voilà, 19 ans, pendant les 19 ans, le MLC a dû commettre plusieurs erreurs. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-uns? Écoutez, quelques-unes. Oui. Écoutez, dans toute société, là où vivent les êtres humains, l'œuvre n'est pas parfaite. Il est vrai qu'il y a eu beaucoup de secousses dans notre parti, des erreurs de parcours également. Je peux toutefois citez-en quelques-unes. L'accepter, mais il est moins important de commencer à citer les erreurs parce que notre rétroviseur, c'est pour regarder ces erreurs et corriger l'avenir. Voilà, quelles sont ces erreurs alors que regrette le MLC durant ces 19 ans? Nous ne regrettons pas comme telles les erreurs, nous les assumons. Quelles sont ces erreurs que vous assumez? C'est-à-dire, nous avons mis au premier plan des acteurs politiques sans conviction qui ont amené les destins de notre parti à la mort. Vous faites allusion à qui? Aujourd'hui, nous relançons
je suis une preuve de la relance politique du MLC, c'est-à-dire de personnes animées du patriotisme qui vont travailler pour le bonheur de ce pays. Donc, pour moi, je reste constant dans la logique de combat politique de notre parti, qui est le croisement, comme nous avons toujours l'habitude de le définir, les diagrammes démocratie-développement. Nous pensons que le développement passe par un cadre démocratique et nous voulons le bonheur de la République en tant que républicains. À part cette erreur, il y a encore une deuxième erreur, une décision que le MLC a dû prendre durant ces 19 ans qu'il regrette aujourd'hui. Écoutez, les décisions... Vous regrettez de ne pas avoir été allié au chef de l'État, Joseph Kabila par exemple? Nous avons choisi une opposition républicaine, une opposition forte, parce que le rôle de l'opposition, c'est d'aider la majorité à améliorer également les erreurs et les fautes. Donc nous avons choisi le chemin de l'opposition républicaine, parce que nous sommes des républicains. Et ce combat politique, notre combat politique va aller jusqu'à ce que nous atteignions l'objectif et le développement de notre pays. Parce que, je vous dis, M. Mboma, nous aurons le pouvoir dans ce pays. Dans notre démarche politique, nous allons conquérir le pouvoir par les élections. Parce qu'aujourd'hui, le MLC ne représente pratiquement plus rien. La preuve, au niveau du CESAC, le siège qu'occupait le délégué du MLC au CESAC est maintenant donné à l'UDPS. Le combat du MLC, ce n'est pas le siège... Donc c'est tout un exemple. Aujourd'hui, que représente le MLC? Je suis en train de vous expliquer le combat politique du MLC. Le combat politique de notre parti, ce n'est pas un fauteuil quelconque. Notre combat politique n'est pas de poste. Notre combat politique, c'est pour le bonheur de notre pays. Nous voulons le développement de notre pays. Nous voulons l'accession au développement de notre pays. Donc pour nous, en tant que républicains, nous allons continuer à nous battre pour qu'il y ait effectivité de la démocratie et que le Congo accède au développement. Les fauteuils, ce sont des postes, ce n'est pas le combat du MLC. Poursuivons, à part la première erreur que vous avez dit là, qu'est-ce que vous regrettez encore aujourd'hui durant votre parcours? Nous avons été un mouvement militaire. Cette mutation pour devenir un parti politique, un parti politique. Vous la regrettez, cette mutation? Nous connaissons le prix de la paix. Le président national, lorsqu'il a pris la décision avec d'autres responsables du bureau politique pour muer un parti politique, nous connaissons la valeur de la paix. Vous comprenez? Nous avons dit, nous laissons les armes pour faire une opposition républicaine. Donc vous ne les regrettez pas? Bien entendu, c'est pourquoi cette décision a été prise pour laisser les armes et commencer à faire de la politique pacifique. En 2011, il y avait élection, le MLC était toujours du côté de l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez le fait de ne pas s'allier au chef de l'État en 2011? Aujourd'hui vous serez membre de la majorité présidentielle? Écoutez, parce qu'on fait la politique pour conquérir le pouvoir. Parce qu'à l'opposition, là, vous ne savez pas conquérir le pouvoir. Écoutez, l'accord de Sun City, le 1+4, nous avons participé à la gestion du pays. Et nous avons participé pour qu'il y ait des élections dans ce pays. Pour la première fois, avec la participation du MLC, nous avons gagné les élections. Vous pouvez demander, attendez, je suis en train de terminer ma rhétorique. La CEI non, je suis en train de terminer ma rhétorique. Nous avons gagné les élections. Mais les résultats publiés... Nous sommes à la télévision. Je suis en train de vous dire ce qui est vrai. Parce que la CEI a publié un autre candidat vainqueur des élections. La CEI a proclamé l'actuel chef de l'État. Mais les preuves existent que la victoire de Jean-Pierre Bemba a été volée. Les preuves existent. L'institution attitrée dit que alors. Je respecte l'institution. Je suis en train de vous parler des listes. Vous aviez aussi des membres, des délégués à la commission électorale indépendante de l'époque. Je suis en train de vous parler de l'historique. Mais je respecte en tant que républicain. Parce que c'est tout le monde qui dit qu'il a gagné. Non, en tant que républicain, je respecte la décision de la CEI parce que le président national lui-même a respecté ça.
et a décidé de prendre la voie de l'opposition républicaine, une opposition forte. Donc, de mon point de vue, nous restons dans l'opposition jusqu'à ce que nous allons conquérir le pouvoir. Il n'est nullement question pour nous de nous aligner à la majorité présidentielle, sinon nous perdons notre statut. Nous avons un combat différent de la majorité au pouvoir. La majorité a son programme, nous avons également notre programme. Exact. Idéologiquement aussi, nous ne sommes pas reliés. Oui, ils sont des nationalistes, socialistes, vous êtes des libéraux. Voilà. C'est comme ça que nous allons faire la politique. Parce que vous avez du mal à nous détailler vos erreurs. Non, moi, je l'ai fait pour vous, comme ça vous appuyez. Responsable. Il y a plusieurs cadres qui faisaient la force du MLC qui sont partis. Je peux citer quelques-uns, François Mwamba, Thomas Louak et consorts. Est-ce que vous regrettez leur départ? Écoutez, le combat politique du MLC, ce n'est pas les hommes. Mais ce sont ces hommes qui ont fait la force du MLC. Non, la force du MLC, c'est les idées. L'idée, le projet, dont j'ai toujours l'habitude de dire. Le projet, ce diagramme démocratie-développement, c'est ça la force du MLC. Ce n'est pas les individus. Donc vous ne regrettez pas ces départs? Parce que les hommes sont interchangeables. J'ai toujours dit ça. Et il n'y a personne qui est, comme on dit, même comme les souverains pontifs, à part les souverains pontifs pour les catholiques, Olivier Kamitato. Tout homme est remplaçable. Hein? Nul n'est indispensable. Personne n'est indispensable. Est-ce que ne pensez-vous pas que ces hommes sont partis, ont quitté le MLC parce qu'il y a eu une erreur de la part du MLC? Non, c'est question de conviction. Notre pays a aussi une culture politique. Il ne faut pas oublier. Sillonner dans d'autres partis politiques, c'est la même culture politique. Et nous sommes fiers de cette culture politique. Vous comprenez? Donc, des hommes passent, les institutions restent. C'est-à-dire, nous sommes attachés à des valeurs dont je venais de définir tout à l'heure et à notre combat politique. Ce n'est pas les hommes. Notre combat politique, ce n'est pas les quelques personnes. Non, notre combat politique, c'est l'idée. Voilà. 10 ans après, bon, je prends les moments cruciaux de l'histoire du pays. Après les élections de 2011, il y a eu les concertations nationales. Est-ce que vous regrettez la décision prise par les MLC à l'époque de participer aux concertations et de ne pas prendre part au gouvernement? En tant que républicains, nous avons toujours participé à des discussions de la République. Tout ce que nous sentons qui cadre vers le sens de bonheur de notre peuple, nous avons toujours apporté quelque chose. Les concertations nationales, nous sommes partis pour apporter notre touche, même au dialogue de la SENCO. C'était pour des raisons de responsabilité politique et pour des raisons d'État. Donc, nous n'allons pas aux concertations parce que nous voulons entrer au gouvernement. Nous n'allons pas au dialogue de la SENCO pour entrer au gouvernement. Nous allons pour faire entendre notre point de vue, pour le bonheur de notre pays. Mais cette décision a fait que, pour les concertations nationales, Thomas Louaka, Omer Igouak et Germain Kambinga partent. Et même pour le dialogue de l'Union africaine, là, il y a aussi Patrick Mayombe qui est parti. Mais ce sont des cadres aussi. Non, ils en maîtrisent la raison de leur départ. Eux-mêmes, il faut leur poser cette question. Donc, ils en maîtrisent les raisons de leur départ. Donc selon M. Yves Kitoumba, de mon point de vue, durant les 19 ans, à l'idée du MLC, je reste attaché à notre combat politique. Pour M. Yves Kitoumba, durant les 19 ans, le MLC n'a commis aucune erreur. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit au début que j'admets qu'il y a des erreurs de parcours. Lesquels vous n'avez rien dit? Je n'ai pas besoin de citer les erreurs parce que ce sont des moments de souffrance. Aujourd'hui, l'opinion connaît la position ou la place qu'occupe le MLC dans l'échiquier politique congolais. Est-ce que, avec tout ce que vous avez eu à connaître, à subir, à connaître durant les 19 ans, est-ce qu'aujourd'hui, quels sont les atouts du MLC aujourd'hui? C'est le seul mouvement politique qui est resté constant dans son combat. Vous comprenez?
Et c'est la grande école politique qui a sorti toutes ces personnes que vous citez. L'école de la compétence politique, c'est le MLC. C'est là où on a tiré tout le cadre compétent de la République qui sont aujourd'hui sur l'échiquier de la scène politique. Donc, j'estime que notre parti est un grand parti, notre parti est une grande école de formation politique et notre parti regroupe des personnes compétentes. Est-ce que vous avez un plan de redressement? Bien entendu. Quel est ce plan? Je suis la preuve de ces plans. C'est-à-dire? C'est-à-dire la relance des activités du MLC, la relance des acteurs politiques pour garder le même niveau que vous avez toujours connu. On reproche au MLC le fait qu'il soit collé au chef, à son chef, à Jean-Pierre Bemba, quand bien même qu'il soit incarcéré à 10 ans. Citez-moi un parti qui n'est pas collé à son chef dans notre pays. Bon, c'est moi qui pose les questions, voilà. monsieur Yves. Allez à l'UDPS, allez au PALU. Mais c'est ce qui tue allez le parti. À la majorité. C'est la culture politique de notre pays. Donc aujourd'hui, si le chairman n'est plus, le MLC aura des problèmes à survivre. Vous avez posé ça, c'est la deuxième question. Je réponds d'abord à la première. Il n'y a aucun parti politique qui est détaché de son chef dans notre pays. Ça, c'était la culture politique. Maintenant, dans l'applicabilité, c'est-à-dire, nous sommes là depuis que le président national est empêché, nous fonctionnons sur base de l'idée, c'est-à-dire une vision pour la République. Nous maintenons cette vision, c'est pourquoi le MLC existe. Sinon, nous allons Toute décision vient de lui. Je vous ai toujours dit ici dans ce plateau, sur ce plateau plutôt, que toutes les décisions n'émanent pas du président national. Vous en êtes sûr? Il est consulté. Là, le dernier mot ne revient pas à Jean-Pierre Bemba. Même si le dernier mot viendrait de Jean-Pierre Bemba, il est le président national du MLC, il jouit de ses droits civiques et politiques. N'est-ce pas là un danger pour le parti? Un danger? Oui. Je vous ai toujours dit que c'est lui qui incarne au mieux la vision du MLC. Pas des dangers. C'est lui le porteur de cette vision. Voilà. Et vous avez commis des erreurs, vous l'avez dit. Est-ce que vous avez pris des mesures pour que cela n'arrive plus? Quelles sont les ambitions du MLC? Je sais là où vous voulez en venir. Les êtres humains sont imprévisibles. Oh, monsieur Mboma, les êtres humains sont imprévisibles. Donc aujourd'hui, on peut se réveiller un matin, monsieur Yves Kitumba n'est plus au MLC. Restons attachés à l'idée du MLC, au combat politique du MLC. Mais c'est un mauvais signe de voir un parti politique où ses cadres ne font que partir. C'est un mauvais signe. C'est de la conviction personnelle. Ce n'est pas une stabilité pour un parti politique. Vous connaissez l'histoire du PALU? Vous connaissez l'histoire de l'UDPS? Vous connaissez les départs qu'il y a eu même à l'UDPS, au PALU? Écoutez, les êtres humains sont imprévisibles. Le plus important, comme je venais de le dire, c'est notre combat politique. Nous sommes attachés à ce combat politique, à cette idée politique. Les êtres humains sont tout à fait imprévisibles. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Bien entendu. Quels sont ces moyens? Nous l'avons appliqué. Vous avez vu comment le MLC est toujours sollicité dans les discussions de la République parce qu'il a toujours quelque chose à dire. Il a toujours un point de vue à émettre pour le bonheur de notre pays. Et nous avons participé également pour qu'il y ait des élections dans ce pays. Vous vous rappelez, 1+4, et nous avons joué un rôle prépondérant dans la gestion des finances de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes fiers de ce combat politique gagné en partie, notamment par l'organisation des élections, les premières élections. Et nous continuons notre combat pour le développement de ce pays. Nous allons l'atteindre et nous aurons le pouvoir par les élections. Vous parlez des élections. Le président de la Commission de l'Union africaine était à Kinshasa pour des consultations avec la classe politique. Il a rencontré aussi les délégués du MLC. Qu'est-ce que vous avez dit à Moussa Faki? Je n'étais pas délégué pour aller rencontrer les présidents de l'Union africaine. Mais vous savez au moins ce que le MLC a dit. Notre position est la même. Quelle est cette position? L'organisation des élections. Le pouvoir par les élections. Atteindre l'alternance politique par les élections. C'est ça la position du MLC. Quand? Parce que la majorité tient aux élections, le rassemblement également. La majorité, elle, attend les élections. C'est la seule voie.
Oui. C'est la Et seule quand? voie. C'est la seule Parce que voie. pour le rassemblement, les élections doivent être organisées sans Joseph Kabila à la tête du pays. Pour la majorité au pouvoir, les élections seront organisées à date prévue que va publier, qui va donner la Commission électorale nationale indépendante. Vous, au MLC, c'est vrai que vous avez besoin des élections, mais selon vous, ces élections doivent être organisées quand? Nous sommes attachés au texte de la République. L'accord politique a dit que les élections doivent s'organiser d'ici le 31 décembre 2017. La Constitution a déjà réglé le problème du président de la République. Donc, le chef de l'État reste en fonction. Les prochaines élections, il est non partant. Donc, la Constitution ne l'offre pas une possibilité d'un mandat additionnel. C'est réglé par la Constitution. Exact. La transition sans Kabila, j'entends parler. Il faut qu'on nous donne les détails opérationnels de cette transition. Bien avant d'arriver, nous allons y arriver. Bien avant cela, il y a un problème, il y a une polémique autour de l'organisation même de ces élections. Selon l'accord du 31 décembre 2016, les élections doivent être organisées au plus tard le 31 décembre 2017. Mais vu la situation actuelle, il se pose un problème. Vous attachez à ce que ces élections soient organisées seulement avant le 31 décembre ou comment? Non, nous sommes au mois d'octobre. Oui. Ce n'est pas décembre. Et vous êtes sûr que les élections peuvent être organisées au mois de décembre? On dit les textes de la République. Oui, là, le texte de la République a dit décembre. Et au cas où, sur terrain, il y a d'autres contraintes? Je reste attaché au texte d'abord. Entre nous, oui. Enlevez votre casquette de cadre du MLC en tant qu'intellectuel. Êtes-vous sûr que nous sommes le 3 octobre? Êtes-vous sûr que les élections peuvent être organisées au plus tard les 31? Nous allons continuer notre pression pour que les élections se tiennent à la date convenue. Mais il est vrai aussi que les paramètres techniques peuvent intervenir. Je ne vais pas tenir ce langage pour appuyer la CENI. Moi, je reste attaché au texte. La CENI, c'est à elle de diligenter les choses et de respecter le texte de la République. La CENI a déjà dit que, vu les contraintes techniques, elle sera dans l'impossibilité d'organiser les élections. Nous n'allons pas continuer à nous entretuer en tant que Congolais. Le problème de notre pays est ailleurs. Où? Je vais vous l'expliquer. Allez-y. Vous savez, lorsque j'observe les acteurs politiques à Washington, à Bruxelles, à Paris, même les évêques, je suis inquiet. C'est de l'aliénation pour maintenir le Congo dans sa phase d'exploitation. La colonisation avait des objectifs. Il y avait la colonisation d'exploitation et la colonisation de peuplement. Le cas de l'Amérique du Sud, même l'Afrique du Sud. On a pris le peuple pour les amener dans une terre, remplir une terre. Notre cas, c'est la colonisation d'exploitation. C'est un imbroglio créé délibérément par des individus, quelque part, pour que nous, Congolais, nous restons dans la phase d'exploitation. Et c'est pourquoi j'en appelle aux acteurs politiques de se désaliéner de cette colonisation et de commencer à réfléchir pour le bonheur de notre pays. En tant que représentant de la nouvelle génération politique dont je porte la charge de leadership du MLC, nous allons imposer une nouvelle ligne politique dans ce pays. À partir du moment où je parle, nous allons imposer une nouvelle ligne. Nous sommes de l'opposition, ceux de la majorité, tout en maintenant notre diversité politique. Nous avons un dénominateur commun qui est le Congo et son développement. Désormais, nous allons imposer cette ligne politique, de la politique des idées pour le développement de notre pays. Il est moins important de faire le tour des salons IP du monde pour avoir le pouvoir dans ce pays. Il est moins important de faire des courbettes, de courtiser les partenaires qui sont d'ailleurs normalement considérés comme des partenaires politiques, oui, allez-y, mais qui se considèrent dans la pensée de la supériorité. C'est pour cette raison que nous sommes venus. Comme je venais de le dire, nous sommes la deuxième vague de jeunes qui sont venus en politique après Lumumba pour réclamer l'accès au développement de notre pays. Je suis en train d'imaginer ce que disent les vieux là.
les vieux qui sont en politique, regardez-moi ce petit, il sait pas ce que c'est la politique. On a dit la même chose pour Lumumba. On a dit la même chose pour Lumumba et ses compagnons. Est-ce qu'ils comprennent d'abord? Je ne dis pas que notre classe politique est délabrée. Notre classe politique a subi l'usure du temps. C'est pour cette raison que nous sommes là. Est-ce que vous en avez des moyens pour atteindre votre objectif? Nous comptons sur la dynamique interne. Nous, jeunes politiques, nous, avec la technologie, nous comptons sur la dynamique interne que Lumumba a utilisée et ses compagnons pour réclamer l'indépendance. Nous allons utiliser la dynamique interne en mobilisant notre peuple, à les enseigner, à les inculquer de valeurs républicaines pour que nous atteignions le développement de notre pays. Désormais, comme je venais de le dire, nous devons faire la politique autrement en tant que leader. Et vous allez imposer... Nous allons imposer cette ligne politique. Vous allez imposer cette ligne politique une fois que vous ayez eu à gagner les élections, c'est ça. Mais jusque-là, les élections ne sont pas encore organisées. Il y a un problème sur la date. Attendons les dates prévues. Les techniciens de la CENI, la réunion tripartite... Mais ce qui est vrai, entre CENI, Sensa... La réunion tripartite n'est pas encore convoquée. Nous serons fixés. Nous allons continuer à faire pression pour que nous ayons le calendrier. Ce calendrier qui serait pratiquement... Nous allons continuer à combattre pour que ce soit raccourci, pour que nous ayons les élections. Monsieur Mboma, je venais de vous dire, le plus important, nous n'allons pas continuer à nous entretuer en tant que Congolais, mais nous devons trouver une solution, c'est-à-dire atteindre l'alternance politique par les élections au plus bref délai. Il y a une idée d'un troisième dialogue qui voit le jour parce que la classe politique est divisée par rapport à l'organisation des élections au plus tard le 31 décembre. Est-ce que pour trouver un consensus autour de cela, vous ne trouvez pas que cette idée de troisième dialogue est vraiment bénéfique? Écoutez, je suis en train de suivre par-ci, par-là ce problème du troisième dialogue. Le troisième dialogue aura quoi comme contenu? Dites-moi, aura quoi comme contenu? Qu'est-ce qui va ressortir de ce troisième dialogue qui n'est pas ressorti du dialogue de la Cité de l'Union africaine et de la CENCO? C'est question de respecter le texte. C'est ça notre problème. Qu'est-ce que vous entendez par respecter les textes? Le non-respect, soyez concret. Je suis en train de vous dire, oui. La République est gérée avec une légèreté. Les textes doivent être respectés. Nous devons quitter le stade de la politique politicienne au stade de la politique des idées pour le développement de notre pays. La politique politicienne, c'est la politique de destruction. C'est la politique de violence. Je suis jeune. Je me suis engagé en politique parce que je constatais que ça n'allait pas. Avec mes fortes convictions, je vais amener ce pays, ensemble avec d'autres amis également, qui sont dans la même lignée que nous, réfléchir pour le bonheur de notre pays. Ce n'est pas normal qu'entre nous, acteurs politiques, qu'il y ait toujours des tiraillements pour des intérêts individuels et non pour le pays. C'est inconcevable. Depuis 1960, nous avons eu de mêmes crises. Jusqu'à aujourd'hui, en 2017, où il y a la technologie, ce sont toujours les mêmes crises. Non, monsieur. Bon, donc pas de troisième dialogue. Il faut organiser une transition sans le chef de l'État, Joseph Kabila. Comme ça, on sera sûr et certain que les résultats ne seront pas biaisés. Écoutez, comme en 2006, comme vous l'avez dit. J'ai déjà dit, le sort du président de la République est réglé par la Constitution. C'est-à-dire, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, les prochaines élections, il ne participe pas. Ça, c'est les textes de la République. Transition sans Kabila. Il faut qu'on nous donne d'abord les détails opérationnels de cette transition. Par quel mécanisme y arriver? Parce qu'il y a deux éléments. Quel est le modus operandi pour arriver à cette transition sans le président de la République? Parce qu'il faudra d'abord décrocher son absence. Deuxièmement, acter l'effectivité de cette absence. Écoutez, le président de la République n'est pas un sac d'Éric qu'on va soulever et mettre de côté. Ça, c'est berner le peuple. Ça, c'est, à mon avis... On va faire appel à la rue. De mon point de vue, c'est vouloir imposer à la République les accords signés dans des grands hôtels du monde. C'est ça la conséquence. C'est ça la conséquence.
signer les accords dans des hôtels du monde, vous voulez l'imposer à la République. Et ça, c'est une façon d'augmenter les enchères pour qu'il y ait une négociation en vue de partager le pouvoir. Nous irons aux élections. Notre combat politique, c'est l'alternance politique. Mais les gens qui appuient cette idée pensent que aujourd'hui, si on organise les élections avec Joseph Kabila à la tête du pays, ces élections seront déjà biaisées. Mais il ne sera pas candidat. Pourquoi? Il cherchera à ce que la personne qu'il va présenter devienne... Au lieu de beaucoup parler, de circuler dans le monde, dans les salons IP, commencez par mobiliser les troupes, resserrer le troupe pour préparer les élections en vue de le gagner. Si effectivement vous êtes populaire et ceux qui se considèrent leaders, y compris les prêtres, rentrons ici dans notre pays, commençons à mobiliser le peuple, organisons les élections pour faire pression de l'organisation des élections. Et si vous vous considérez leader, vous devez le gagner. Vous devez le gagner. Donc, face à cette bipolarisation, le centre vient avec une idée des tables rondes. C'est génial, non? Vous ne trouvez pas? Encore un problème. Vous savez, M. Mboma, je n'aime pas parler de gens. En quoi ça vous dérange, cette table ronde? Non, ça ne me dérange pas. Alors, je suis attaché au texte. On met tous ces personnes autour. Je suis attaché au texte de la République. Idéologiquement, constitutionnellement, politiquement, le centre n'existe pas dans notre pays. J'observe, c'est de la créativité sans vision des compatriotes en quête de positionnement. Le texte de la République ne prévoit pas les centres. Je suis désolé. Je suis respectueux du texte. Je suis républicain. Quand vous faites allusion à la Constitution. Constitutionnellement, le centre, politiquement, idéologiquement, ça n'existe pas dans notre pays. Donc, un mouvement comme on a vu en France, En Marche. Ce n'est pas la France, le Congo. Donc, chez nous aussi, les gens ne peuvent pas... D'ailleurs, qu'est-ce qui vous dit qu'il faut toujours avoir la référence des étrangers? Qu'est-ce qui vous dit que ce qui se passe à l'étranger est une référence pour nous? Nous avons nos mœurs. Si vous, à l'opposition... Nous avons nos mœurs, nous avons notre culture. Si au niveau de l'opposition, vous ne faites rien pour le peuple et au niveau de la majorité, c'est normal pour des politiciens qui pensent faire quelque chose de... Il ne faut pas aller au-delà, il ne faut pas chevaucher dans le texte. Il ne faut pas aller au-delà, rouler au-delà du texte. Restons dans la Constitution. Donc, selon vous, je suis congolais, je suis politique, je suis obligé, si pas d'adhérer à la majorité présidentielle ou bien à l'opposition. C'est ce qui est dit dans la Constitution. La Constitution est la majorité et l'opposition. Ça, c'est mécanique. Non, écoutez, c'est ce qui est écrit dans la Constitution, qui a été voté par référendum. C'est ce qui est écrit dans la Constitution. Donc, vous voulez prendre en otage notre intellect? Non, nous ne prenons pas en otage notre intellect. Regardez-moi dans ce groupe du centre. Regardez-moi dans ce groupe du centre. Idéologiquement, les acteurs, prenez les acteurs. Idéologiquement, ils étaient placés où pour aujourd'hui devenir centre? Il y a ceux qui étaient au MLC, il y a ceux qui étaient à la majorité présidentielle, écoutez, il y a ceux qui étaient à la société civile. Écoutez, M. Mboma, c'est de la politique. Il y a même un qui était président de la centrale électorale. C'est cette politique. Donc il est mieux placé pour voir... C'est cette politique politicienne que nous voulons bannir dans ce pays. Il faut avoir de convictions. Il faut être constant dans les idées. Il faut être constant dans les idées. Nous allons bannir cette politique politicienne à la congolaise. Une politique politicienne qui est déjà une politique de destruction. Vous ajoutez la dose de la congolité. C'est devenu tout à fait de la blague. La CENI, bientôt là, la loi électorale, le projet de loi électorale sera au niveau du Parlement pour sa modification. Et la CENI souhaite à ce qu'il y ait plusieurs modifications. Entre autres, on va commencer par la première, l'instauration du vote électronique, de la machine à voter. Écoutez, M. Mboma, je sais que vous suivez ma rhétorique de réflexion. La loi électorale l'interdit. Mais on veut introduire ça. Vous voulez que nous le disions en chinois pour que le président de la centrale électorale comprenne? C'est la demande de la CENI. Parce que selon la CENI, ça va un peu réduire le coût des élections. Écoutez, les élections ne se préparent pas au cours d'un exercice budgétaire. Les élections se préparent pendant 5 exercices budgétaires.
Vous allez nous prouver sous le coup, pendant que les budgets ont été votés au Parlement depuis 2012 ou 2011 jusqu'au jour d'aujourd'hui, Au lieu d'avoir... il y avait une quote-part pour les élections. Et aujourd'hui, attendez, allez-y. Aujourd'hui, vous allez nous sortir le problème de moyens pour réduire les coûts. C'est normal, non? Parce écoutez, qu'on est à la quête des moyens pour organiser les élections. S'il y a une idée qui vient, qui peut réduire les coûts, pourquoi vous refusez? Il faut respecter la loi. Il faut respecter la loi. La loi électorale l'interdit. Bon. Restons sur la loi. Deuxième élément sur la technologie. Le niveau... Restons d'abord par la première. Okay. Aujourd'hui, au cas où la CENI réussissait à convaincre les parlementaires pour introduire la machine à voter dans la loi électorale. Donc, comme ce sera dans les textes, vous allez accepter. Écoutez, nous, les parlementaires ne sont pas plus compatriotes que le peuple. Les mandats qu'ils ont là-bas, c'est les mandats du peuple. Le peuple congolais n'en veut pas. Mais pourquoi vous ne voulez pas? Parce que ce n'est pas prévu dans les textes de la République. Mais bientôt, là, ça va intégrer, attendez, ça sera introduit dans les textes. Ce n'est pas prévu dans les textes de la République. Deuxième élément, la machine à voter a montré ses limites. Vous êtes journaliste, vous êtes suffisamment informé. Ce qui s'est passé dans d'autres pays étrangers, la machine à voter, là où il y a même la technologie de manière avancée, ça prouvait ses limites. Et ici, vous allez amener une machine tactile. La grand-mère de Nanga saura manier cette machine? Sa grand-mère. Ses compatriotes dans sa province là-bas. Moi, heureusement, ma grand-mère est déjà morte. Sauront manier cette machine. Même ici à Kinshasa, les niveaux de notre peuple, là où les smartphones sont encore difficiles à manier et la machine à voter, vous leur organisez une tricherie. Et c'est cette façon de travailler qui va embraser les pays. Et nous sommes convaincus que c'est du service du mal. C'est au service du mal. C'est un imbroglio là. C'est du service du mal. En 2011, il y avait 18 000 candidats pour les législatives nationales, pour 500 sièges à l'Assemblée nationale. Comment vous pensez, hein? Quelles sont vos idées pour essayer on doit restreindre la loi. La loi doit restreindre. Caution, on doit élever? Non, au-delà de la caution, c'est les conditions d'éligibilité. La loi doit astreindre, doit restreindre. Si ça ne dépendait que de M. Kitumba, ce seront quoi les conditions? Pour être candidat pour la députation, il faut avoir un niveau d'études d'abord. Deuxièmement, il faut avoir un niveau de patriotisme prouvé et de bonnes vieilles mœurs. Ajoutez à cela la condition de la moralité. Ça, c'est ce qui existe, non? Mais les juristes sont des personnes outillées, afin de réfléchir. Ça, c'est des grandes lignes. Les juristes donneront l'habillage juridique pour que la loi soit tout à fait limitée. Je connais dans le quartier que j'ai grandi, il y a un monsieur, un leader qui sait mobiliser la foule, mais c'est un des 6. Donc c'est un monsieur qui est écouté par cette masse-là. Lui ne peut pas avoir le droit d'être candidat député national. Vous savez le travail d'un député? Le travail d'un député, ce n'est pas la mobilisation de la masse. C'est de concevoir la loi, les lois. C'est ça le travail des députés. Concevoir, la conception des lois pour le bonheur de la République. Donc vous préférez quelqu'un qui est, quand même qu'il soit éloigné de cette population, mais s'il a un bagage intellectuel, c'est bon, par rapport à quelqu'un qui n'a pas de bagage intellectuel, mais qui est très proche de la population. La politique est réservée à l'élite, j'ai toujours dit ça. Et je m'assume. La politique est réservée à l'élite. Ce que nous voyons dans notre pays ici, c'est ce qui a amené de l'incompétence. La CENI propose l'augmentation de la caution pour essayer de réduire un peu cette liste-là des candidats. Comment vous trouvez ça? Écoutez, ce n'est pas seulement l'augmentation de la caution qui va réduire la liste de candidats. Il y a beaucoup de mécanismes, beaucoup de paramètres, de lois. Je vous dis, les techniciens de la CENI, y compris les juristes, sont outillés pour travailler sur cette affaire. Donc, au-delà de la caution, il y en a d'autres conditions pour réduire le nombre, notamment les alignements par parti politique, les indépendants et tout. Il y a une étude qui est faite au niveau de la CENI, j'ai essayé de lire quelque part, j'ai trouvé. Donc, il y a aussi une positivité pour réduire ce nombre exagéré de candidats. Il nous reste 5 minutes. Merci. Hier, il y a eu un débat houleux à l'Assemblée nationale par rapport à la décision du gouvernement invalidant les passeports semi-biométriques.
Hier, le vice-premier ministre, Sheoki Tundu, était devant les élus du peuple. Il a proposé il a donné quelques propositions pour assouplir cette mesure du gouvernement, entre autres, au lieu du 16 octobre 2017. Ces passeports seront valides jusqu'au 14 janvier 2018. Est-ce que vous trouvez que toutes ces propositions-là peuvent aider la population à baisser la tension? Avant d'en arriver, je voulais d'abord vous dire quelque chose de très important que les spectateurs doivent suivre. Une décision d'autorité politique, une décision de souveraineté qui va être prise légèrement dans un communiqué. Ça, c'est la première chose en termes de forme. Ce genre de décision de souveraineté, ce genre de décision d'autorité politique devrait être coulé dans un arrêté. Au besoin, après conseil de ministres, dans un décret du Premier ministre. Ça a été une décision prise avec beaucoup de légèreté dans un communiqué. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, c'est une personne outillée, vu sa carrière politique, maîtrise mieux ces choses que vous et moi. Vous comprenez? Deuxième élément. Dans un pays à 80 millions d'habitants, quelle est la proportion de Congolais qui voyagent? Quelle est la proportion de Congolais qui ont le moyen de se procurer ces documents de voyage? Je suivis dans les réseaux sociaux, sans enflammer les réseaux sociaux, et hier, vous me dites au Parlement, il y avait un débat houleux. Au même moment, les communiqués du ministère des Affaires étrangères, les professeurs étaient en grève, les médecins en grève, les fonctionnaires non payés. Et la grève de médecins, vous savez la conséquence? Il y a eu des morts, des compatriotes malades morts. Et il y a eu, attendez, des bébés morts, des nouveau-nés. Et personne n'en parlait. Personne, je dis. La meilleure manière de trouver le changement dans notre pays, c'est de commencer d'abord à nous désaliéner mentalement. Les acteurs politiques doivent d'abord eux-mêmes savoir quoi aborder en priorité. C'est vrai de critiquer. Je ne partage pas également la décision du ministère des Affaires étrangères, mais au moins restons républicains d'abord. La scolarité des enfants, des fonctionnaires qui ne sont pas payés, ils ne sont pas rentrés à l'école, personne n'en parlait. La santé des bébés qui sont morts pendant la période de grève, les grèves des professeurs d'université, l'éducation des enfants entachée, les grèves quasi généralisées, personne n'en parle. Ceux qui parlent parce qu'ils ont la possibilité de se procurer un passeport. Je parle pour le peuple de chez moi, au Congo. Voilà, pour le peuple de chez toi, au Congo, excusez-moi de vous tutoyer. Il n'y a pas de problème. Quelle est la solution alors pour que ces grèves prennent fin? C'est de la responsabilité du gouvernement. C'est de la responsabilité du gouvernement. C'est pourquoi je suis en train de vous dire que la classe politique doit être renouvelée. La classe politique doit être renouvelée. Nous avons besoin des patriotes qui ont une idée pour le développement de notre pays, qui vont aborder des problèmes prioritaires. Nous avons beaucoup de défis dans ce pays. Des besoins primaires de notre peuple. L'alimentation, l'accès à l'eau et à l'électricité, l'éducation, la santé. Vous comprenez, M. Mboma? Moi, je suis un républicain. Je suis en train de vous dire que nous allons imposer cette ligne politique dans ce pays. En tant que leader. Ce sera votre dernier mot, monsieur Yves? Mon dernier mot, je vais m'adresser à des jeunes politiques de notre génération. Votre caméra est là. De se dissocier de la politique politicienne à la congolaise, de nous rejoindre dans la politique des idées pour le développement de notre pays. Donc là, vous rejoignez, je vois Brandon Mindago qui souhaite le renouvellement de la classe politique, voter jeune, tout ça, tout ça.
Merci beaucoup, Monsieur Yves Kitumba. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci à vous. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir.